bonjour à tous. Je dis vraiment merci de m'accueillir parmi vous. Donc, je m'appelle Stéphane Mallard. Je travaille à la Société Générale, donc dans les salles de marché de la banque, sur tous les sujets en rupture, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'holacratie, dans une cellule de stratégie et d'innovation. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler d'intelligence artificielle. Alors, je vous préviens tout de suite, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous raconter. Vous allez peut-être même me prendre pour un dingue. En fait, ça fait quelque temps que je travaille là-dessus. Au départ, je pensais que c'était juste une nouvelle technologie à laquelle on s'intéressait avec le digital et tout ce qui est en train d'émerger en ce moment. Et en réalité, j'ai compris que c'était beaucoup plus que ça ce qui est en train de se passer. En fait, il y a une véritable effervescence en ce moment sur l'intelligence artificielle. Il y a des centaines de startups, il y a les géants du web, il y a des philosophes, des entrepreneurs, des scientifiques qui travaillent dessus. Et ce qui se passe en ce moment sur l'intelligence artificielle, ce qui sort en ce moment, c'est absolument stupéfiant. En fait, l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité, ça fait déjà partie de nos vies, mais je vais vous montrer que ça va aller encore et beaucoup plus loin, et surtout extrêmement vite. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne peut plus du tout ignorer, l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus dans les médias, dans les journaux télévisés, on en parle absolument partout. Et vous avez peut-être entendu, il y a quelques mois, il y a Gilles Babinet, alors vous connaissez certainement tous Gilles Babinet, c'est notre champion du digital pour la France auprès de la Commission européenne, il suggérait, Gilles Babinet, qu'on s'empare de l'intelligence artificielle à un niveau politique, tellement c'est un sujet qui lui semble important. Donc l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet qui peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'en fait, ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause nos habitudes, nos certitudes, ça remet en cause nos croyances, en fait, ça remet même en cause nos convictions les plus profondes. Mais comme je vous le disais, en fait, il se passe des choses tellement époustouflantes là-dessus en ce moment que je pense que c'est important qu'on commence à en parler très très sérieusement si on veut s'y préparer pour l'intégrer à la fois dans nos vies professionnelles, mais aussi et surtout, comme je vais vous le montrer aujourd'hui, dans nos vies personnelles. Alors pour introduire mon propos, j'ai choisi de vous mettre une citation de Larry Page, le cofondateur de Google, qui illustre finalement assez bien ce qui se passe en ce moment sur l'intelligence artificielle. Il nous dit « Il se passe des choses très excitantes à la croisée de la science informatique et de la neuroscience, et il nous est désormais possible de comprendre ce que cela implique vraiment de rendre quelque chose intelligent. » Et alors finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle, c'est un concept qui existe depuis très très longtemps, dans la littérature, dans les films, absolument partout. Mais alors, ce qui est génial, ce qui est super bien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, on en a tous plus ou moins notre propre représentation, notamment grâce à ce qu'on a pu en voir dans les films de science-fiction. Alors, j'en ai mis quelques-uns pour commencer. Le premier que je vous ai mis en haut à gauche, c'est Minority Report, avec Tom Cruise. Alors là, ça se passe dans le futur. C'est des policiers qui utilisent une intelligence artificielle qui est omnisciente, donc qui sait tout, qui voit tout, qui est présente absolument partout. Et alors cette intelligence artificielle, en fait, elle permet aux policiers du futur d'anticiper les crimes avant qu'ils aient lieu. Ce qui va permettre de les empêcher, ce qui va permettre de les prévenir. Ensuite, j'ai mis le film Her, plus récent, que vous avez peut-être vu. Qui a vu le film Her parmi vous? Ok, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage vraiment à le voir. Ça va changer votre vision du monde. Et en plus, c'est exactement ce que Google et Facebook sont en train de créer. Et ça commence cette année. Alors, dans le film Her, c'est l'histoire d'un individu esseulé qui, pour rompre avec sa solitude, va installer sur son smartphone du futur une intelligence artificielle. Et alors, cette intelligence artificielle, elle va l'accompagner. Elle va l'accompagner dans sa vie quotidienne, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. En fait, il va avoir des vraies interactions avec elle, des conversations profondes avec cette intelligence artificielle. Et alors, ce qui est bluffant dans ce film, c'est qu'en fait, elle est tellement sophistiquée, cette intelligence artificielle, que le personnage principal va finir par développer des sentiments, des émotions vis-à-vis de cette intelligence artificielle. En fait, il va tomber amoureux d'elle. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu le film, vous savez tous que, en fait, dans le film, elle a la voix de Scarlett Johansson, l'intelligence artificielle. Ensuite, au milieu, j'ai mis Matrix, que vous avez tous vu. Alors, dans Matrix, cette fois-ci, on nous explique que le monde dans lequel on vit, ce serait en réalité un sous-produit d'un monde originel qui s'appelle la matrice, et qui serait en fait régi, créé, entretenu par une intelligence artificielle super puissante capable de s'auto-organiser, capable de s'auto-maintenir. Ensuite, en bas à gauche, je vous ai mis la série Real Humans. Alors cette fois-ci, on s'intéresse à l'intelligence artificielle personnifiée dans des robots humanoïdes. Ça, c'est des robots qui nous ressemblent, ils sont bâtis sur notre modèle. Ces robots, en fait, ils vivent et ils travaillent à côté des êtres humains. Et alors, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que ces robots, ils sont dotés d'une intelligence artificielle qui repose sur les mêmes mécanismes, en fait sur les mêmes motivations, sur les mêmes incitatifs que nous les êtres humains à vivre. Je pense à des notions comme la survie,
comme la recherche de plaisir, la capacité de jugement, le libre arbitre, toutes ces notions-là. Et alors comme ces robots ils sont dotés des mêmes motivations et des mêmes incitatifs que nous les êtres humains à vivre, eh ben, en fait ils vont chercher progressivement à s'émanciper de leur créateur humain. Et le dernier que je vous ai mis, en bas à droite, c'est Transcendance, avec Johnny Depp. Alors là, on va encore plus loin. Cette fois-ci, on s'intéresse à la conscience artificielle. Ça, c'est l'histoire d'un chercheur en intelligence artificielle qui, juste avant de se faire tuer, va transférer sa conscience dans un ordinateur super puissant, ce qui lui permettra, une fois mort physiquement, de continuer à vivre au travers de cette machine. Il pourra continuer, par exemple, à interagir avec ses proches, il pourra acquérir le savoir universel en une fraction de seconde, il pourra par exemple maîtriser la médecine et la biologie très rapidement, il pourra réparer des corps en inventant des nanotechnologies à la volée. On est vraiment sur de la conscience artificielle. Donc vous voyez que tout ce que je viens de vous montrer jusque-là, ça va vraiment très très loin, c'est vraiment de la science-fiction. Et maintenant je vais vous montrer que ce qu'on commence à savoir faire en matière d'intelligence artificielle, ça s'en approche à grands pas. Donc dans la réalité, si on devait définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, on dirait que c'est une tentative de réplication des capacités cognitives, donc des capacités de notre cerveau, pour atteindre des objectifs de manière autonome et en tenant compte des contraintes et des obstacles qu'on peut éventuellement rencontrer. En fait, quand je parle d'objectifs, c'est tout ce qu'on fait dans nos vies. Ça peut être tenir une conversation, faire notre job, jouer avec nos enfants, partir en vacances, inventer un médicament, bref, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on fait dans nos vies, en fait, c'est atteindre des objectifs. Et alors notre cerveau, pour atteindre tous ces objectifs, il dispose d'un certain nombre de capacités que je vous ai mis juste là. Il est capable, notre cerveau, par exemple, de percevoir de l'information de son environnement. Il peut l'analyser, il peut lui donner du sens, il peut la remettre dans son contexte. Il peut aussi gérer l'ambiguïté, si jamais il y a plusieurs sens. Il peut la mémoriser, cette information, il peut la transformer et il peut éventuellement la recommuniquer à son environnement. En fait, notre cerveau, il sait faire tout ça. Et alors, ce qui est surpuissant avec notre cerveau, c'est qu'en fait, il est capable, pour chacun des objectifs dont je parlais juste avant, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on fait dans nos vies en temps réel, il est capable d'abord d'identifier cet objectif qu'il souhaite atteindre, tout aussi rapidement de le décomposer en sous-objectifs, et ensuite de combiner et de mobiliser les capacités cérébrales dont il va avoir besoin, parmi toutes celles que je viens de citer, pour résoudre un à un très très rapidement ces sous-objectifs pour atteindre son objectif final. C'est tout ça qu'on va tenter de modéliser dans de la technologie pour créer de l'intelligence artificielle. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on sait faire. C'est que ça marche et c'est que ça marche de mieux en mieux et de plus en plus vite. En fait, on avait deux problèmes jusqu'à aujourd'hui pour créer de l'intelligence artificielle. C'est que d'abord, on avait besoin d'une capacité de calcul considérable qui était inaccessible, soit parce qu'elle n'existait tout simplement pas ou parce qu'elle était hors de prix. Et deuxièmement, bien qu'on cherchait à s'inspirer du fonctionnement de notre cerveau pour le modéliser, en réalité, on n'avait aucune idée de son fonctionnement. Aujourd'hui, cette capacité de calcul, elle existe, elle est disponible, elle est accessible, elle n'est pas chère. Et en plus de ça, elle est de moins en moins chère. Et deuxièmement, on connaît et on comprend de mieux en mieux le fonctionnement de notre cerveau. Je ne dis pas qu'on connaît parfaitement, il y a encore plein de choses à découvrir sur le cerveau, mais tous les jours, il y a des centaines d'études qui sortent partout dans le monde sur le fonctionnement du cerveau, dont on va s'inspirer pour créer de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, ce qui émerge aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de créer des nouvelles formes d'interaction avec les machines qui vont totalement transformer toutes nos relations avec elles. Alors d'abord sur la capacité de calcul, vous savez tous que grosso modo, depuis qu'on crée de l'informatique, ce qu'on observe, c'est que la puissance de calcul double quasiment tous les ans. Ça, vous le connaissez tous, ça s'appelle la loi de Moore. Ça se mesure en nombre de transistors par microprocesseur. Et pour vous donner une idée, on est passé d'environ 2500 transistors par microprocesseur dans les années 70 à plus de 20 milliards pour les machines les plus puissantes aujourd'hui, même 50 milliards depuis peu. Vous voyez que c'est absolument exponentiel ce qui est en train de se passer, ce n'est pas du tout linéaire. Et d'ailleurs, cette tendance, elle ne s'est jamais arrêtée. À chaque fois qu'on a rencontré des obstacles, des limites physiques, des ralentissements, des gens qui prédisaient la fin de la loi de Moore, etc., à chaque fois, on a trouvé des moyens de les dépasser, on a trouvé des moyens de les franchir, de faire des sauts. Ce qui veut dire que si cette tendance continue, selon Ray Kurzweil, alors je ne sais pas si vous connaissez Ray Kurzweil, Ray Kurzweil, c'est l'ingénieur en chef de Google qui est spécialiste de l'intelligence artificielle. Selon lui, à ce rythme-là, on sera capable d'ici 2029, et même plutôt maintenant 2025, tellement ça va vite, de créer l'équivalent d'un cerveau humain en termes de puissance et de flexibilité de calcul. Donc vous voyez que c'est vraiment pour demain, c'est absolument exponentiel ce qui est en train de se passer, ce n'est pas du tout linéaire. Toujours sur la puissance de calcul, ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est que les coûts de ces capacités de calcul, ils chutent eux aussi à la même vitesse. Alors ça, c'est un truc que vous voyez tous avec vos smartphones.
tous les ans, le dernier smartphone qui sort sur le marché, il est à peu près toujours au même prix. Si vous regardez bien, sa puissance, elle a quasiment doublé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en nombre de transistors par microprocesseur. Ça veut dire qu'à puissance équivalente, le coût il est quasiment divisé par 2 tous les ans. Ce qui veut dire que cette puissance de calcul, elle peut se diffuser largement sur toute la planète, elle peut être adoptée massivement par un maximum de gens, et donc ça permet à cette tendance exponentielle de continuer à s'accélérer. Et dernièrement, en fait, on a tellement d'approches aujourd'hui pour créer de l'intelligence artificielle qu'en fait, ça pousse les constructeurs matériels à créer des nouvelles architectures plus adaptées à l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être entendu parler d'informatique quantique ou d'ordinateurs à ADN. Tout ça, c'est des machines qui commencent en ce moment à sortir des laboratoires et qui, en fait, vont nous permettre de faire des sauts de puissance de l'ordre de quelques millions, de quelques centaines de millions, même pour certains objets de l'informatique quantique, par rapport aux machines qu'on utilise aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a la capacité de calcul, ce n'est plus du tout un problème pour créer de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, je vous disais qu'on essayait de s'inspirer du fonctionnement de nos cerveaux pour créer de l'intelligence artificielle et qu'on les connaissait très peu. Comme je vous le disais aussi juste avant, aujourd'hui, il y a des centaines d'études qui sortent tous les jours et qui nous éclairent sur le fonctionnement du cerveau. Et en fait, grâce à toutes ces études, on a pu découvrir 3 mécanismes fondamentaux du fonctionnement de notre cerveau dont on va s'inspirer pour créer de l'intelligence artificielle. Ces 3 mécanismes, c'est l'auto-apprentissage, c'est le raisonnement par complexité croissante et c'est l'imitation. Alors, l'auto-apprentissage, ça, c'est la capacité qu'a notre cerveau, pour mieux appréhender son environnement, pour mieux le comprendre, de poser des hypothèses en temps réel sur tout ce qu'on appréhende, tout ce qu'on a autour de nous, et de chercher aussi en temps réel à vérifier ces hypothèses. En fait, ce qu'il va chercher à faire, notre cerveau, avec ces hypothèses en temps réel, c'est à se créer sa propre représentation du monde. Et en temps réel, il va chercher à nuancer, à renforcer, à confirmer, à infirmer tout ce qu'il pense, toutes ses convictions. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'avec ces hypothèses en temps réel, notre cerveau il a une formidable capacité d'adaptation. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, le raisonnement par complexité croissante, ça c'est le besoin qu'a notre cerveau, toujours pour mieux comprendre son environnement, de décomposer tout ce qu'on a autour de nous en temps réel, d'abord en éléments très simples, en objets vraiment très, 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 très élémentaires, et ensuite à rajouter, à bâtir de la complexité par-dessus. En fait, on a découvert que dans notre cerveau, il y a quelques centaines de millions de reconnaisseurs de schémas très simples qui sont capables de reconnaître des schémas ou des objets très très simples comme des petits points, des petits traits, des petites courbes, vraiment des choses très très élémentaires. Et en fait, notre cerveau, il sait que s'il les combine, ces schémas très très simples qu'il est capable de reconnaître, il va pouvoir se créer des concepts de plus en plus complexes. Par exemple, s'il combine ces petits points, ces petits traits ou ces petites courbes qu'il est capable de reconnaître, il va pouvoir créer des lettres. Si ensuite il combine ces lettres, il pourra faire des mots. S'il combine les mots, il pourra faire des phrases, des idées, des concepts. Toujours du plus élémentaire en rajoutant de la complexité par-dessus. Alors j'ai pris l'exemple du langage, mais en réalité c'est valable pour tout ce que fait notre cerveau. Que ça soit le raisonnement, la visualisation dans l'espace, tout ce qu'il fait, c'est de décomposer en éléments simples et de rajouter de la complexité par-dessus. Et troisième mécanisme de notre cerveau qu'on a découvert, dont on va s'inspirer pour créer de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité d'imitation. En fait, notre cerveau, toujours pour mieux comprendre son environnement, il est capable d'imiter directement ce qu'il a dans son environnement, mais sans donner absolument aucun sens. Alors ça, c'est quelque chose que vous voyez tous très bien avec les bébés lorsqu'ils apprennent le langage. Ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent leurs parents, mais ils ne comprennent absolument rien de ce qu'ils disent. Et c'est d'autres neurones, dans un deuxième temps, spécialisés dans l'auto-apprentissage, qui, eux, vont donner du sens à ce que les neurones spécialisés dans l'imitation viennent d'imiter. Ces 3 mécanismes, en fait, on les connaît, on les comprend de mieux en mieux, et ils vont précisément nous aider pour créer de l'intelligence artificielle. Et troisièmement, je vous disais que ce qui émerge aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de créer des nouvelles formes d'interaction avec les machines qui vont totalement transformer toutes nos relations avec elles. Alors vous savez tous que depuis qu'on crée de l'informatique, on a commencé par interagir avec les machines avec des claviers, ensuite on a rajouté des souris, maintenant on fait du tactile, mais l'objectif, c'est d'optimiser nos interactions avec les machines. C'est de les rendre les plus fluides, les plus naturelles possibles, pour finalement créer une espèce d'intimité avec les machines. En réalité, demain, très rapidement, on sera plus capable de faire la différence entre interagir avec un être humain et une intelligence artificielle. Parce que ces nouvelles formes d'interaction dont je vais parler, elles avancent elles aussi à une vitesse exponentielle. Et alors donc on a 3 nouvelles formes aujourd'hui d'interaction qui explosent un peu partout sur la planète. On a des interactions par le langage, on a aussi des interactions par la pensée, des interactions cognitives, et on a aussi des interactions dans l'espace, des interactions gestuelles. Alors, les interactions par le langage, il y en a 2 types.
On est capable aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, de comprendre des êtres humains de plus en plus lorsqu'ils s'expriment, mais aussi ces intelligences artificielles peuvent s'exprimer de plus en plus naturellement comme nous. Par exemple, aujourd'hui, elles sont capables de vous écouter, de comprendre instantanément ce que vous dites, de traduire instantanément ce que vous dites dans une autre langue avec votre propre voix. Et encore une fois, demain, on fera plus de différence entre vous et la machine parce que ça avance à une vitesse exponentielle. Toujours sur le langage, en fait, on a aussi aujourd'hui des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de traiter intelligemment du langage écrit, du langage textuel. Alors ça, c'est aussi un truc que vous voyez tous avec vos smartphones. Vous savez, c'est des applications de clavier intelligents qui apprennent de votre manière d'écrire. Ils apprennent de votre vocabulaire, de votre syntaxe, de vos habitudes, pour finalement être capables d'anticiper, de prédire les mots que vous allez rédiger. Finalement, être capable de rédiger à votre place. Alors pour l'instant, ces applis, elles se concentrent sur la forme, sur ce que vous allez rédiger, sur les mots, sur le vocabulaire. Mais très vite, et en réalité ça a déjà commencé, elles vont être capables de traiter le fond. Elles vont pouvoir s'adapter à votre interlocuteur, à son humeur, bref, elles seront de plus en plus intelligentes contextuellement. Et d'ailleurs, je ne veux pas vous faire peur, mais vous avez peut-être lu dans la presse il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, il y a Google qui a déclaré publiquement qu'ils étaient désormais capables de répondre à vos emails à votre place, parce qu'ils comprennent ce qu'il y a dedans. Deuxième forme d'interaction qui est en pleine expansion, alors là, ce n'est pas de la science-fiction, on est vraiment au croisement des neurosciences, c'est les interactions par la pensée, les interactions cognitives. En fait, on est capable aujourd'hui, avec des dispositifs, de capter nos ondes cérébrales, c'est-à-dire les ondes que nos cerveaux génèrent lorsqu'on pense, de les reconnaître de plus en plus précisément, pour ensuite déclencher des actions dans l'environnement. Le monsieur que vous voyez sur la photo en bas à gauche, là, avec le dispositif qu'il a sur le front, il est capable simplement, en se concentrant, de déclencher la prise d'une photo directement dans ses Google Glass. Ce type de dispositif, en fait, il est en train de se généraliser. Tous les grands constructeurs électroniques sont en train d'en fabriquer. Il y a Samsung, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a créé un casque qui permet d'anticiper les accidents vasculaires cérébraux. Il y a la BBC aussi, qui a sorti un casque qui vous permettra de zapper les chaînes de télé uniquement par la pensée. On est capable aussi de piloter des drones aujourd'hui par la pensée. Bref, en fait, demain, on sera capable de piloter et d'interagir avec tout ce qui nous entoure uniquement par la pensée. Et je vous laisse imaginer dans quel monde on vivra lorsqu'on sera même capable de communiquer uniquement par la pensée. Et je ne veux pas vous faire peur, mais on commence à savoir le faire en laboratoire aussi. Dernière forme d'interaction qui est en pleine expansion, c'est les interactions dans l'espace, les interactions gestuelles. On est aussi capable aujourd'hui, avec des dispositifs, de nous reconnaître de plus en plus précisément dans l'espace pour ensuite, pareil, déclencher des actions dans l'environnement. Alors ça, c'est aussi un truc que vous avez peut-être vu sur les dernières consoles de jeux vidéo. Vous savez, c'est les consoles de jeux devant lesquelles vous pouvez danser. En fait, vous jouez à la console en dansant juste devant. Là, c'est pareil. Demain, on pourra piloter et interagir avec tout ce qui nous entoure uniquement en étant reconnu dans l'espace. On pourra piloter des machines ou des objets, on pourra ouvrir des portes uniquement en étant reconnu, on pourra piloter nos Google Glass ou nos Oculus Rift uniquement avec les gestes des mains devant nous. Bref, on pourra piloter et interagir avec tout ce qui nous entoure uniquement en étant reconnu dans l'espace. Alors maintenant que je vous ai montré que l'intelligence artificielle, c'était une réalité, qu'on savait le faire, je vais vous expliquer très simplement comment ça marche. En fait, pour faire de l'intelligence artificielle, on va avoir besoin de deux choses. On va d'abord avoir besoin de quelque chose dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle le big data. Mais en plus du big data, parce que ça, ce n'est pas du tout de l'intelligence artificielle, contrairement à ce que les journalistes n'arrêtent pas de nous répéter, du coup, il va falloir rajouter une couche d'intelligence. Alors très rapidement sur le big data, je disais que vous en aviez tous entendu parler, c'est vraiment le mot buzz très à la mode en ce moment. Il y a des programmes de déploiement de big data absolument partout en ce moment. Et alors le big data, en réalité, c'est deux choses. C'est d'abord l'agrégation d'un nombre considérable de données. Ça peut être des données internes ou externes à une organisation, ça peut être des données structurées ou non structurées. L'idée principale derrière le mot big data, c'est juste de créer une grosse base de données, une base de données géante avec le plus de données possible. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de big data, implicitement, on fait référence à un traitement mathématique massif de ces données qui vise simplement à établir des corrélations statistiques dans les données, des liens dans les données. C'est tout, juste des corrélations statistiques. Et ces corrélations statistiques dans les données, on appelle ça des analytics. Donc quand on parle de big data, retenez, c'est 1, une base de données géante, et 2, des corrélations statistiques dans les données qu'on appelle des analytics. Et en réalité, avec ces analytics, on peut faire énormément de choses. On peut par exemple connaître parfaitement nos clients, on peut connaître parfaitement nos indicateurs internes, nos forces, nos faiblesses, nos KPIs, nos métriques, bref, ça fait émerger de l'information qui est plutôt implicite, qui est plutôt cachée dans les données. Mais en réalité, lorsqu'on combine le big data avec ces analytics, donc avec ces corrélations statistiques,
On n'est pas en train de manipuler de l'intelligence. En fait, on manipule de la connaissance. Et la différence entre les deux, entre connaissance et intelligence, elle est absolument fondamentale. En fait, lorsqu'on combine le big data avec des analytics, donc ces corrélations statistiques, on modélise la capacité de notre cerveau à apprendre, mais pas à comprendre. Ce qui veut dire que si on veut aller plus loin, si on veut vraiment faire de l'intelligence, et en l'occurrence de l'intelligence artificielle, va falloir rajouter cette couche d'intelligence au big data. Et cette couche d'intelligence, ça s'appelle le deep learning. Et c'est ça qui est absolument révolutionnaire en ce moment en matière d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que le deep learning? En fait, ce sont des algorithmes d'auto-apprentissage extrêmement puissants qui sont capables, exactement comme nos cerveaux, d'abord d'observer des éléments très simples et récurrents dans les données. Et ce qu'ils vont d'abord tenter de faire, ces algorithmes de deep learning, c'est qu'ils vont d'abord tenter de poser des hypothèses sur la nature du lien qu'il peut y avoir entre ces éléments simples qu'ils ont vus dans les données. Et une fois qu'ils ont fait ça, ces algorithmes de deep learning, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est qu'ils vont tenter de les grouper, ces éléments simples, ils vont tenter de les isoler pour en abstraire un concept plus complexe. Et une fois qu'ils ont créé un concept plus complexe, encore une fois en partant de ces éléments simples dans les données, ils vont pouvoir s'en servir soit pour créer un autre concept encore plus complexe, soit pour le relier simplement à d'autres concepts créés exactement de la même manière. Je vous donne un exemple. Imaginons que ces algorithmes de deep learning, ils observent des centaines de milliers de photos, et que dans ces centaines de milliers de photos, ils observent toujours les mêmes formes très simples de museau, de pelage ou d'œil. Ils peuvent tenter de les grouper, ces éléments très simples, ils peuvent tenter de les isoler pour en abstraire un concept plus complexe qu'ils vont appeler un chat. C'est totalement naturel et instinctif pour nos cerveaux, ça n'est pas du tout pour ces algorithmes qui ont besoin de l'apprendre et de le comprendre par eux-mêmes. Et une fois qu'ils ont créé ce concept de chat, encore une fois en partant de ces éléments simples dans les données, ils vont pouvoir s'en servir pour le relier à d'autres concepts, comme je vous disais, créés de la même manière, comme par exemple la biologie, les vétérinaires, les chats célèbres, bref, tout ce qui peut de près ou de loin être relié au concept de chat, exactement comme les concepts qu'on se crée dans notre cerveau. Donc deux choses fondamentales à retenir sur le deep learning. Premièrement, c'est capable, exactement comme nos cerveaux, de partir d'éléments simples dans les données pour en abstraire des concepts de plus en plus complexes. Et deuxièmement, toujours comme nos cerveaux, ça procède avec une logique exploratoire qui pose des hypothèses de manière plus ou moins aléatoire et qui va chercher à vérifier ces hypothèses, qui va investiguer pour se créer sa propre représentation du monde. Et là où c'est absolument révolutionnaire, c'est qu'en fait, contrairement aux algorithmes préprogrammés qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui dans l'informatique de la connaissance, du big data et des analytics dont je parlais juste avant, avec le deep learning, on travaille dans un monde totalement ouvert. On est capable de se créer et de manipuler des concepts de manière totalement illimitée. En fait, ça ouvre le champ des possibles. Donc cette fois-ci, lorsqu'on combine le big data avec le deep learning, on n'est plus en train de manipuler de la connaissance. Cette fois-ci, on fait vraiment de l'intelligence. On modélise la capacité de notre cerveau, non plus à apprendre, mais cette fois-ci à comprendre. Et là où c'est absolument exceptionnel, c'est que comme je vous le disais au début, les résultats qu'on commence à avoir, ils sont absolument bluffants. Et à mon avis, on n'a encore rien vu parce qu'on est au tout début et que ça avance à une vitesse exponentielle. Le premier résultat dont j'aimerais vous parler, ça s'est passé en 2011. C'est une émission de télé très populaire aux États-Unis qui s'appelle Jeopardy. Alors je ne sais pas si vous connaissez Jeopardy. C'est l'émission de télé dans laquelle le présentateur donne la réponse au candidat et les candidats doivent générer la question associée. Et alors pour qu'il n'y ait qu'une seule question possible, ils ont une liste d'indices devant eux, les candidats, sous forme de mots-clés, qui doit les guider pour générer la question. Par exemple, si le présentateur leur donne la réponse Bill Clinton et que dans les indices il y a Monica Lewinsky, la seule question possible ce sera quel président américain a eu une relation avec une stagiaire. Et alors ce qu'ils ont fait en 2011, c'est qu'ils ont pris les 2 meilleurs joueurs de toute l'histoire du jeu aux États-Unis, les 2 types qu'on voit sur la photo là, et ils les ont fait jouer contre Watson. Qu'est-ce que c'est que Watson ? En fait, Watson, c'est l'ordinateur cognitif, l'ordinateur équipé d'une intelligence artificielle d'IBM. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est Watson qui a gagné. Il les a pulvérisés. Ils n'avaient même pas le temps de réfléchir que Watson générait déjà les questions en temps réel. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je vous encourage tous à aller voir la vidéo de la finale sur YouTube. Ils n'avaient même pas le temps de réfléchir que Watson générait déjà les questions en temps réel. C'est vraiment très impressionnant. Comment il marche, Watson ? En fait, il a 3 principes de fonctionnement. Il est d'abord capable de traiter naturellement du langage. Ça veut dire qu'exactement comme nous, lorsqu'on était petit, il a appris et compris le langage humain et il sait le manipuler en temps réel. Deuxièmement, toujours comme nous avec nos cerveaux, il est capable de générer des hypothèses en temps réel sur toutes les données qu'il est en train de traiter et il va chercher à vérifier ces hypothèses. Il va investiguer pour se créer, comme je vous le disais, sa propre représentation du monde.
Et troisièmement, en fait, il utilise le deep learning dont je parlais juste avant pour se créer et manipuler des concepts de plus en plus complexes. Ça, la victoire de Watson à Jeopardy, c'était en 2011. Aujourd'hui, Watson, il est 24 fois plus précis, performant dans ses réponses, et il est 2500% plus puissant qu'en 2011. Vous voyez que c'est absolument exponentiel ce qui est en train de se passer, ce n'est pas du tout linéaire. Et puis auparavant, Watson, il tenait dans une grande pièce, d'à peu près la taille d'une salle de classe. Aujourd'hui, il tient dans une boîte à pizza. Et demain, vous l'aurez tous dans vos poches. Alors évidemment, depuis la victoire de Watson à la télévision, on a déployé son intelligence dans tous les secteurs. Je vous ai mis les plus impressionnants ici. On a commencé par la médecine, par la santé. Alors là, c'est très, très impressionnant. Ce qu'on a fait faire à Watson, c'est qu'on lui a fait lire et comprendre des centaines de milliers d'études sur le cancer. Et en 2 semaines de lecture intensive, il a été capable de trouver 6 molécules utiles contre le cancer. Pour vous donner un ordre de comparaison, une équipe de chercheurs qui n'utilise pas Watson, elle met en moyenne 1 an pour trouver une seule molécule sans être sûr qu'elle soit utile. Watson, en 2 semaines, il en trouve 6 et les 6, elles sont fonctionnelles. Vous voyez que ça a bouleversé totalement la manière de faire de la recherche. Ça a surtout totalement l'accéléré. On utilise aussi Watson toujours dans la santé, cette fois sur des patients qui ont des cancers atypiques. Alors cette fois, ce qu'on fait, c'est que les médecins rentrent les données du patient dans Watson. Watson traite la littérature scientifique et fait ensuite des propositions de diagnostic pour ces patients qui ont des cancers atypiques, mais il fait aussi des propositions de traitement avec des probabilités associées de succès de ces traitements. Vous voyez que ça bouleverse aussi totalement la manière de faire de la médecine aujourd'hui. On utilise aussi Watson dans la banque, dans la finance. Alors là c'est très secret parce que vous connaissez le secteur bancaire. Tout ce qu'on sait, c'est que la plupart des grandes banques dans le monde utilisent Watson. On sait que Citibank l'utilise, on sait que DBS en Asie l'utilise, on sait que UBS est client de Watson. On a appris il n'y a pas longtemps que Crédit Mutuel était désormais client de Watson aussi. Et on a appris aussi l'an dernier que Goldman Sachs, qui savait racheter le concurrent direct de Watson. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils l'utilisent en banque privée pour connaître parfaitement leurs clients et pour leur générer des solutions d'investissement sur mesure. La seule chose qu'on sait là-dessus, en termes de résultats, c'est que ça leur a permis d'augmenter considérablement la satisfaction client. Encore une fois, c'est très secret, il y a très peu d'infos là-dessus, on sait juste que la plupart des grosses banques sont déjà dessus. Je vous ai mis 2 autres exemples d'utilisation de Watson un peu plus drôles qui vous montrent que c'est vraiment de l'intelligence artificielle et que ça marche. On l'utilise en gastronomie aux États-Unis. Alors là aussi, c'est très impressionnant. Ce que fait Watson, c'est qu'il accompagne les grands chefs cuisiniers américains pour créer des nouvelles recettes de cuisine. En fait, ce qu'il est capable de faire, Watson, c'est qu'il est capable d'associer des ingrédients que personne n'a l'idée d'associer auparavant pour créer des nouvelles recettes de cuisine. En fait, ça marche tellement bien que tout seul, vraiment de manière totalement autonome, Watson, il a été capable de créer une sauce qui en ce moment est commercialisée dans les magasins aux États-Unis et c'est un véritable best-seller, c'est un véritable hit. On utilise aussi Watson dans la mode. Alors ça, c'est une application smartphone basée sur Watson que vous aurez bientôt tous dans vos poches et qui, tous les matins, vous suggérera votre tenue vestimentaire optimale pour la journée. Il sera capable de capter toutes vos données, celles que vous avez générées dans vos smartphones, vos recherches sur Internet, les réseaux sociaux, absolument partout. Et tous les matins, il vous suggérera votre tenue vestimentaire optimale pour la journée pour que vous soyez toujours habillé selon votre humeur, pour que vous soyez toujours habillé selon le climat parce qu'il aura anticipé les endroits où vous allez vous déplacer dans la journée sans que vous lui disiez. Et surtout, en fait, vous ne serez jamais habillé de la même manière que les gens que vous allez croiser parce qu'il sera aussi synchronisé avec leur Watson. Un autre domaine de l'intelligence artificielle qui est en pleine explosion, c'est la reconnaissance visuelle. En fait, on est capable aujourd'hui, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de reconnaître précisément des formes, des objets ou des personnes dans des images ou des vidéos. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu avec Facebook, si vous êtes allé sur Facebook aux États-Unis. Facebook, aux États-Unis, lorsqu'il vous a vu sur une photo, il est capable de vous reconnaître, de vous identifier parfaitement sur toutes les autres photos. Mais alors, ce qui est bluffant avec ces algorithmes-là, c'est qu'en fait, ils avancent eux aussi, comme je vous le disais, à une vitesse qui est plus qu'exponentielle. En fait, au moment où je rédigeais cette présentation, ils étaient quasiment aussi bons qu'un groupe d'êtres humains moyens pour reconnaître des gens sur des photos ou des vidéos. Mais depuis quelques temps maintenant, ils sont largement meilleurs que nous. Ils nous battent à tous les coups, quoi qu'il arrive. Ils sont capables de reconnaître des gens sur des photos ou des vidéos, peu importe la qualité de l'image, peu importe la luminosité de l'image et peu importe l'angle de la prise de vue de l'image. Ils sont largement meilleurs que nous. Et même encore plus impressionnant, on a appris il n'y a pas longtemps qu'ils étaient désormais capables de nous reconnaître de dos sur des photos sans se tromper. C'est vraiment, vraiment impressionnant.
On est aussi capable, avec ces algorithmes-là, de découvrir, d'apprendre, de comprendre des concepts dont on n'avait absolument aucune idée au départ. Alors ça, c'est Google qui a fait cette expérience avec son moteur de vidéo YouTube. Et alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait visionner des centaines de milliers d'heures de vidéos YouTube à leur algorithme d'intelligence artificielle en lui assignant la tâche d'apprendre et de comprendre ce que c'était qu'un chat. Et après avoir visionné ces centaines de milliers d'heures de vidéos, l'algorithme a été capable de dessiner ce que c'était que pour lui, sa propre représentation d'un chat moyen. Il n'avait aucune idée de ce que c'était au départ, il l'a juste appris et compris tout seul, juste en regardant des vidéos sur YouTube. Il faut savoir qu'on est très très bon là-dessus. Il y a plein de startups dans le monde qui font de la reconnaissance visuelle, qui sont capables par exemple de faire de l'identification de personnes, c'est-à-dire qu'elles vous filment et en temps réel, elles peuvent vous identifier sans se tromper. Mais qui sont aussi capables, alors ça aussi c'est très 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 impressionnant, de faire de la détection d'états émotionnels en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vous filment et en temps réel, à vos expressions faciales, à vos micro-expressions faciales, à votre température corporelle aussi, elles sont capables de détecter précisément votre niveau de satisfaction, votre niveau d'énergie, vraiment votre état émotionnel, mais surtout, elles sont capables de détecter précisément et en temps réel aussi votre niveau d'honnêteté. Et en fait, ça marche tellement bien, ces algorithmes de reconnaissance visuelle, de détection d'état émotionnel, qu'en fait, il y a les tribunaux américains qui songent à remplacer les détecteurs de mensonges par ce type d'intelligence artificielle. Ils ont aussi fait des tests sur les recrutements avec les RH, mais ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que les RH mentaient plus que les candidats. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça se passe dans le monde virtuel, ça se passe dans le monde des machines. Mais aujourd'hui, on commence à déployer de l'intelligence artificielle dans le monde réel, dans le monde physique. D'abord dans des robots humanoïdes et ensuite dans les moyens de transport. Alors les robots humanoïdes, les petits robots que j'ai mis en photo ici, vous avez peut-être vu, on en voit de plus en plus, c'est des robots qui nous ressemblent, ils sont bâtis sur notre modèle, ils sont capables de se déplacer, ils peuvent s'orienter, ils peuvent manipuler des objets aussi avec une dextérité qui est de plus en plus précise. Mais alors ce qui est bluffant avec ces robots, pour certains d'entre eux, c'est qu'ils sont aussi dotés d'une intelligence artificielle auto-apprenante. Ça veut dire que plus ils vivent et plus ils interagissent avec nous, et plus ils sont intelligents et adaptés à leur environnement. Mais là où ils sont encore plus bluffants, ces robots, encore une fois certains d'entre eux, c'est qu'ils sont aussi dotés d'une intelligence émotionnelle qui ressemble de plus en plus à la nôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont capables, lorsqu'ils interagissent avec nous, de capter avec tous leurs capteurs, à nos expressions faciales, au ton, au débit de notre voix et à notre température corporelle, notre état émotionnel pour adapter leur état émotionnel en conséquence. Exactement comme deux êtres humains lorsqu'ils sont en train d'avoir une interaction. Ces robots, vous allez les voir absolument partout. Il y en a de plus en plus en Asie, dans les aéroports, les hôtels, les restaurants. En France, il y a eu des essais il y a 1 an et demi dans les magasins d'Arty pour accompagner les vendeurs. Ils vont être partout autour de nous, ça ne surprendra absolument personne. Je vous disais aussi qu'on déploie de l'intelligence artificielle en ce moment dans les moyens de transport. Alors là, je vous ai mis une photo de la Google Car. Alors vous l'avez tous vu, c'est la voiture de Google qui est autonome, qui se conduit toute seule, sans chauffeur. Cette voiture, elle a un objectif, c'est de transporter des passagers d'un point A à un point B. Elle a une contrainte, c'est la sécurité, des passagers, des gens sur la route, des gens tout autour. Mais alors, ce qui est vraiment très impressionnant avec la Google Car, c'est qu'elle n'a pas été programmée pour atteindre cet objectif de conduite, ni pour respecter cette contrainte de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement, par exemple, au métro parisien de la ligne 1, qui lui aussi se conduit tout seul, mais qui lui a été programmé pour s'arrêter à chaque station, la Google Car, elle n'a pas été programmée pour s'arrêter à un feu rouge. Ça veut dire que la première fois qu'elle a été mise sur la route, elle a dû capter le feu rouge avec tous ses capteurs, et ensuite elle a dû utiliser du deep learning dont je parlais juste avant pour aller sur Internet chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière ce concept de feu rouge, aussi observer le comportement des autres automobilistes sur la route, je vous rappelle ce que je vous ai dit sur l'imitation, et ensuite apprendre et comprendre ce qu'il y avait derrière ce concept de feu rouge pour déduire le niveau d'interaction à adopter face à un feu rouge, en l'occurrence de s'arrêter au feu rouge. En d'autres termes, elle a appris et compris la conduite et elle auto-apprend en temps réel de ce qui se passe sur la route. Exactement comme nous avec nos cerveaux. Alors j'ai mis la Google Car, mais en réalité, il faut savoir que quasiment tous les constructeurs auto aujourd'hui, vous le savez, ils sont prêts à lancer leurs véhicules autonomes. Les essais, ils sont autorisés depuis l'an dernier en France, ils ont déjà commencé. Les Google Car, vous savez tous qu'elles sont déjà en libre circulation dans pas mal d'États aux États-Unis. Et surtout en France, le gouvernement a déclaré au début de l'année que les véhicules sans chauffeur, ils allaient être autorisés sur les routes en France dès cette année, légalement. Donc vous voyez que c'est vraiment pour demain, ce n'est pas dans 10 ans ce qui est en train de se passer. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est déjà sorti des laboratoires. Encore une fois, ça progresse à une vitesse exponentielle.
Maintenant, je vais vous parler de ce qui sort en ce moment des laboratoires, des deux grandes tendances de l'intelligence artificielle. D'abord, on est en train de créer un cerveau global, universel. Et ensuite, on est en train de créer des assistants intelligents, autonomes et à notre service, des véritables majordomes. Alors la première étape pour créer de l'intelligence artificielle, c'est comme je vous le disais au début, on a besoin de données, on a besoin d'énormément d'informations. Alors vous savez tous que depuis qu'on est tous connectés à Internet, ces données, on les génère, il y en a de plus en plus, elles explosent littéralement. Et alors les premiers à avoir voulu opérer un espèce de tri intelligent dans ces données, c'est les géants du web, en particulier les géants de la recherche avec leur moteur de recherche. Mais leur objectif principal aux géants du web, avant de traiter intelligemment la donnée, c'est d'abord d'agréger un maximum de données et d'informations. Comme lorsque je parlais de big data avant, c'est vraiment de faire cette base de données géante. Vous savez certainement tous que Google, il numérise tous les livres de la planète. Vous savez aussi tous qu'ils ont cartographié toutes les routes de la planète. Peut-être que vous savez aussi que maintenant, ils commencent à numériser l'intérieur des bâtiments publics. L'idée principale des géants du web, c'est d'avoir le plus de données possible. Et lorsqu'ils auront suffisamment de données, ces géants du web, et en réalité, c'est déjà le cas, ils vont chercher à les traiter de plus en plus intelligemment pour apprendre et comprendre des choses de ces données. Et ils vont utiliser deux méthodes pour faire ça. Ils vont utiliser le deep learning, dont je parlais juste avant, c'est-à-dire la capacité à conceptualiser avec des concepts de plus en plus complexes, comme nous on le fait avec nos cerveaux. Mais ils vont aussi utiliser le crowd learning. Qu'est-ce que c'est que le crowd learning ? En fait, le crowd learning, c'est votre comportement vis-à-vis de ces géants du web. Je vous donne un exemple. Lorsque vous faites une recherche sur Google Images, que vous trouvez l'image que vous recherchiez et que vous cliquez dessus, en fait, vous venez d'enseigner à Google que l'image sur laquelle vous avez cliqué contenait les mots-clés, les concepts que vous recherchez. Si par exemple, vous cherchez un chat à poil orange, que vous trouvez le chat à poil orange, que vous cliquez dessus, vous venez d'enseigner à Google que l'image sur laquelle vous avez cliqué contenait un chat à poil orange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ensuite Google il peut faire exactement comme ce que je racontais avant sur les vidéos de chat. Ça veut dire qu'il peut agréger toutes les recherches que les gens ont faites et ce sur quoi ils ont cliqué et ensuite utiliser du deep learning pour apprendre et comprendre tout seul ce qu'il y avait derrière les concepts que les gens ont cherchés et ce sur quoi ils ont cliqué. Et en fait, ça marche tellement bien, cette combinaison de deep learning et de crowd learning, que vous allez voir dans quelques instants, dans quelques semaines, vous allez voir Google, alors Facebook a déjà lancé le sien, mais Google va lancer le sien. Vous allez pouvoir utiliser sa plateforme, son application, dans laquelle vous allez pouvoir juste glisser une image, peu importe l'image, et Google sera capable de vous décrire précisément et de plus en plus précisément ce qu'il y a sur cette image. Si par exemple vous mettez un monsieur à barbe et à t-shirt noir en train de jouer de la guitare, Google sera capable de vous le décrire précisément parce qu'en combinant le deep learning avec le crowd learning, il aurait été capable d'apprendre et de comprendre ce que c'est qu'un monsieur, ce que c'est qu'une barbe, ce que c'est qu'un t-shirt, ce que c'est la couleur noire, ce que c'est qu'une guitare, même ce que ça veut dire jouer de la guitare, de manière totalement autonome. Alors je vous laisse imaginer ce qu'on sera capable de faire si on utilise du deep learning avec du crowd learning, par exemple sur de l'imagerie médicale. Et en fait, on a déjà commencé à le faire et les résultats, ils sont juste époustouflants. Ou par exemple, chez nous dans la banque, sur des graphiques sur les marchés financiers. Le potentiel de combinaison du deep learning avec le crowd learning, il est absolument illimité. Et alors, ces géants du web, plus ils vont agréger d'informations et de données, toujours dans cette logique de big data, plus ils vont la traiter intelligemment, en combinant deep learning et crowd learning, plus ils vont se transformer de ce qu'ils sont aujourd'hui, qui ressemble plutôt à une espèce de bibliothèque mondiale d'informations, en l'équivalent d'un cerveau global, qui ressemblera de plus en plus au nôtre et qui sera capable de s'éduquer à l'infini et à une vitesse exponentielle. Et ce cerveau global qu'ils sont en train de créer, il sera capable d'apprendre et de comprendre des choses sur le monde à cette vitesse exponentielle. En fait, il sera capable de nous faire voir le monde sous un regard totalement nouveau par rapport à la manière dont on le voit aujourd'hui. Ça, c'est la première grande tendance de l'intelligence artificielle. La deuxième grande tendance de l'intelligence artificielle, c'est la création d'assistants intelligents autonomes et à notre service, des véritables majordomes. Vous connaissez tous Siri. Vous savez, Siri, c'est un petit assistant à qui on peut parler de chez Apple. Alors pour l'instant, il est très rudimentaire. On peut lui demander des choses simples, comme par exemple de nous dire combien il y a d'habitants aux États-Unis, ou alors de rédiger et puis d'envoyer un texto pour nous. Ces assistants, ils vont se généraliser, ils vont se perfectionner. En fait, ça va être les interfaces standards avec lesquelles on va interagir en permanence. Et ils vont chercher à capter toutes les données. Celles qu'on va générer de nos smartphones, nos objets connectés, nos recherches sur Internet, nos contacts, nos emails, nos données GPS dans nos téléphones, bref, toutes les données qu'on va générer pour nous connaître davantage, en fait, pour nous connaître toujours plus. En fait, ces assistants intelligents, ils finiront par tellement nous connaître qu'ils nous connaîtront mieux qu'on se connaît nous-mêmes.
Et plus on interagira avec eux, avec des assistants intelligents, plus nous connaîtrons avec toutes ces données, plus ils vont être capables de nous suggérer des informations et des contenus en temps réel adaptés à tous les secteurs de nos vies. Contrairement à Amazon et Netflix, qui aujourd'hui vous recommandent des livres ou des films en fonction de ce que vous avez acheté précédemment ou des consommateurs auxquels vous ressemblez, c'est-à-dire encore une fois dans une logique de connaissance. Vous vous rappelez, Big Data plus Analytics, corrélation. Ces assistants, eux, ils seront réellement intelligents. Ils seront capables de se mettre à votre place et de vous surprendre avec des informations et des contenus toujours utiles, toujours pertinents, toujours adaptés à vous, en fait, qui défendent toujours votre intérêt, exactement comme le ferait un ami. Et plus on interagira avec ces assistants intelligents, plus nous connaîtrons avec toutes ces données, plus leur intelligence progressera, plus ils vont être capables de faire des choses, et en réalité, ça a déjà commencé, comme par exemple de remplacer nos médecins. On aura juste à leur communiquer nos symptômes et ils nous orienteront et nous guideront exactement de la même manière que le feraient nos médecins. Parce qu'en étant connectés au cerveau global dont je parlais juste avant, ils maîtriseront parfaitement la médecine et la biologie. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais le taux de succès de diagnostic des médecins, c'est 49%, à peine. Eux, ils maîtriseront parfaitement la médecine et la biologie. Et plus on interagira avec ces assistants intelligents, plus nous connaîtrons avec toutes ces données, plus leur intelligence progressera, plus ils vont se transformer d'assistants, comme je vous le disais, qui nous suggèrent des informations et des contenus, en des assistants capables d'effectuer des actions pour nous dans le monde réel. Ils vont être capables de s'occuper de toute notre logistique de vie, comme par exemple d'organiser nos vacances, en choisissant la destination pour nous, sans se tromper, parce qu'ils nous connaîtront parfaitement, ils connaîtront nos goûts, ils sauront de quoi on a besoin, de quoi on a envie, ils sauront absolument tout sur nous. Ils pourront s'occuper de la réservation, peu importe les étapes, peu importe la complexité, même s'il faut discuter avec quelqu'un au téléphone, ils sauront le faire parce qu'ils maîtriseront parfaitement le langage humain. Ils pourront s'occuper du paiement, ils pourront s'occuper de la logistique pour aller en vacances, une fois en vacances, pour revenir, bref, ils s'occuperont de toute notre logistique de vie. Alors évidemment, vous comprenez bien que ces assistants intelligents, on ne va pas non plus leur faire confiance du jour au lendemain. Ce qui veut dire que dans un premier temps, exactement de la même manière que lorsque vous montez pour la première fois dans une voiture, vous testez les freins. Les premières fois qu'on va les utiliser, ces assistants, on va certainement contrôler, vérifier qu'ils effectuent bien ce qu'ils nous suggèrent de faire. En fait, vous allez éprouver leur fiabilité. Mais vous serez tellement stupéfait par leur intelligence, par leur pertinence, par le fait qu'ils sont toujours utiles, qu'ils ne se trompent jamais, qu'ils se mettent toujours à votre place, qu'ils défendent toujours votre intérêt, que vous leur ferez progressivement confiance et que vous leur laisserez progressivement la main pour agir en votre nom. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ils vont peut-être vous suggérer d'effectuer des choses pour vous, comme par exemple de s'occuper de payer vos impôts, de s'occuper de faire vos courses, puis vous allez certainement devoir valider ce qu'ils vous suggèrent, puis vous irez vérifier qu'ils l'ont bien fait. Mais dans un deuxième temps, vous leur ferez entièrement confiance et vous leur aurez totalement laissé la main et ils vous enverront simplement des notifications pour vous dire « Au fait, je me suis occupé de payer tes impôts, je me suis occupé de faire tes courses. » Et vous serez totalement satisfait parce que vous leur ferez entièrement confiance. Ce sera votre alter ego digital, votre double digital qui vous représentera dans vos interactions avec l'extérieur, dans le monde digital, et qui sera vraiment votre copie digitale. En fait, de la même manière qu'aujourd'hui, vous demandez n'importe quelle information à Google, demain, vous confierez n'importe quelle tâche à votre assistant intelligent. Ça, c'est la deuxième grande tendance de l'intelligence artificielle. Et vous avez peut-être suivi, c'est la grosse bataille qui est lancée dès cette année entre les géants du web. Évidemment, cette intelligence artificielle dont je vous parle depuis tout à l'heure, vous comprenez bien qu'elle a une vocation, qu'elle a une portée qui est plus qu'universelle. Ce qui veut dire que toutes les entreprises vont être touchées. Nous aussi, dans la banque, on va être touchés. Et en fait, on va être touchés de deux manières. On va être touchés d'abord parce que ça va radicalement transformer les opportunités business telles qu'on les a aujourd'hui, mais ça va aussi radicalement transformer toutes nos manières de travailler. Alors, sur les opportunités business, ce qui va nous permettre de faire l'intelligence artificielle, c'est de nous donner accès à des opportunités difficilement, voire pas du tout accessibles à nous aujourd'hui. On va avoir un système de veille d'intelligence artificielle qui sera capable de capter tous les événements de la planète en temps réel et qui, pour chacun de ces événements, cherchera un moyen ou un autre, peu importe les étapes, peu importe la complexité, mais un moyen ou un autre de le ramener à nous, de le ramener à nos business, de le ramener à nos savoir-faire, pour qu'on puisse gagner de l'argent avec. Par exemple, dans la banque de financement et d'investissement, on peut très bien imaginer qu'un jour, notre intelligence artificielle, elle apprenne la découverte d'une nouvelle mine d'or, dans un endroit du monde où on n'a aucun client ni prospect, et en temps réel, elle serait capable de calculer la rentabilité de cette mine d'or, de comprendre que juste à côté de cette mine d'or, il y a un exploitant qui extrait du diamant dans une mine, de comprendre que cet exploitant qui extrait du diamant, il pourrait lui aussi extraire de l'or dans la mine qui a été découverte juste à côté, et surtout, de lui générer en temps réel une solution de financement pour qu'il puisse aller le faire. Ce qui veut dire que le sales, le vendeur dans la salle, il aura juste à décrocher son téléphone,
à appeler ce prospect dont on n'a jamais entendu parler, à lui dire que juste à côté de chez lui, il y a une mine d'or qui a été découverte, qu'elle est super rentable, que lui aussi serait capable d'extraire de l'or dedans, et qu'en plus de ça, on a une solution de financement sur mesure pour qu'il puisse le faire. C'est-à-dire que le client, il aura le sentiment que ses intérêts, son business sont parfaitement défendus, et nous, de notre côté, nos métiers, nos business, nos savoir-faire seront aussi parfaitement respectés. Dans la banque de détail, on imagine très bien que notre client qui est déjà digital, il va forcément l'être de plus en plus. Ce qui veut dire qu'il va forcément très vite exiger, notre client, d'avoir en permanence un banquier intelligent dans sa poche qui s'occupe de toutes ses décisions bancaires et financières, qui serait capable, par exemple, de suggérer au client d'investir dans l'immobilier. Pareil, en choisissant le bien pour lui, parce qu'il le connaît parfaitement, il connaît ses goûts, son profil, sa capacité d'emprunt, il sait tout sur lui. Et il pourrait même lui générer une solution de financement, un plan de financement sur mesure, pour qu'il ait juste à valider l'opération de son smartphone pour la déclencher. Alors, j'ai pris 2 exemples très simples dans le monde de l'entreprise, dans la banque, parce qu'on travaille dans une banque, mais vraiment 2 exemples très très simples, parce que vous avez compris que l'objet, ce n'est pas de vous parler que de l'organisation et que de la banque, c'est vraiment de vous montrer le potentiel universel de tout ce qu'on peut faire avec ça. En revanche, ce qui est fondamental, et vraiment le message que je veux que vous reteniez, c'est qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos organisations, ça va nous obliger à revoir fondamentalement la manière dont on considère nos clients et notre relation avec eux. Ça, c'est absolument fondamental. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on cherchait à connaître davantage nos clients dans les entreprises. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui avec les programmes de Big Data. On veut toujours plus de données sur les clients pour les connaître toujours plus, dans l'objectif de leur pousser du produit, de leur repousser du produit, de leur vendre nos produits. On fait ce qu'on appelle dans les entreprises aujourd'hui du push product. Connaître le client avec toutes ces données pour ensuite lui pousser, lui vendre du produit. Mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où nos clients aussi vont être équipés d'intelligence artificielle, l'enjeu pour nous, ça ne sera plus du tout de chercher à les connaître toujours plus pour essayer de leur pousser des produits, parce qu'ils sauront déjà avec leur intelligence artificielle s'ils ont raison de les acheter ou pas. En fait, ils ont raison d'être nos clients ou pas, s'ils ont raison de faire du business avec nous ou pas. Ce qui veut dire que l'enjeu pour nous, dans les entreprises, dans les organisations, ce sera simplement de maintenir une relation de confiance avec le client pour que le jour où éventuellement on aura quelque chose pour eux, quelque chose à leur vendre, on soit sûr d'être sélectionné par leur intelligence artificielle. L'enjeu pour les entreprises, il est extrêmement darwinien. Ça va être de continuer à rester sélectionné par notre environnement, de continuer à rester sélectionné par nos clients au travers de leurs intelligences artificielles comme un acteur de confiance, un acteur qui a de la valeur et qui est pertinent pour eux. On est en train de passer de ce qu'on fait aujourd'hui dans les entreprises, qui est du push product, connaître le client avec toutes les données pour pousser et vendre du produit, à ce qu'on devra absolument faire demain avec l'intelligence artificielle, qui est du pull client. Et en fait, c'est exactement ça, nous, notre stratégie à la Société Générale, puisque vous savez que notre objectif stratégique, c'est de devenir la banque relationnelle de référence. C'est absolument fondamental, cette qualité dans la relation et dans la confiance, avec l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle. Je vous dis aussi juste avant que ces intelligences artificielles, elles allaient bouleverser nos manières de travailler, parce que ces assistants intelligents dont je parlais juste avant, dans nos vies personnelles, on va aussi tous les avoir dans nos vies professionnelles. Dans tous les métiers, peu importe notre job, notre business, notre industrie, on sera tous équipés d'assistants intelligents qui vont vérifier nos décisions, qui vont optimiser toutes nos tâches. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, peu importe son job, pourra se concentrer sur l'essentiel, pourra se concentrer sur ce sur quoi il a le plus de valeur ajoutée. Et alors ces assistants intelligents, en fait, ils sont déjà capables de faire des choses dans nos organisations, des choses très très simples, comme par exemple de venir avec nous en réunion, d'écouter chacun des participants de la réunion et à l'issue de la réunion, de générer en temps réel le compte-rendu de la réunion. Des trucs très simples comme ça, ils savent déjà le faire. Mais ils sont aussi capables de faire des choses plus complexes, comme par exemple de venir avec nous en réunion et de participer activement à la réunion. Ça c'est pareil, je vous en parle parce que ça existe, c'est utilisé en fusion-acquisition, c'est IBM qui fait ça, ça s'appelle le Watson Advisor. Ce que ça fait, c'est que l'intelligence artificielle vient au meeting avec les participants et à tout moment, les participants peuvent l'interrompre pour avoir des données économiques et financières, mais surtout, ils peuvent lui demander son avis, son opinion à l'intelligence artificielle sur des entreprises à racheter ou à ne pas racheter. Et comme un être humain, l'intelligence artificielle répond de manière très structurée, très argumentée, très rationnelle et avec des données économiques et financières. C'est comme une véritable personne présente activement pendant le meeting. Alors c'est utilisé en fusion-acquisition, vous comprenez bien que ça va être utilisé dans tous les secteurs et ça ne surprendra absolument personne. Je vous disais aussi juste avant que nos clients dans toutes les entreprises vont aussi bientôt être équipés d'intelligence artificielle, ce qui veut dire que vous comprenez bien qu'à un moment donné, nos intelligences artificielles dans nos entreprises vont aussi
discuter directement, communiquer directement avec les intelligences artificielles de nos clients. On aura chacun nos objectifs à atteindre, enfin, notre propriétaire, nos objectifs à atteindre, nos intérêts à défendre. Et on traitera les intelligences artificielles traiteront de manière directement autonome avec celles de nos clients, et de manière totalement directe. Je vous disais aussi que ces intelligences artificielles, elles allaient nous toucher de manière totalement universelle, ce qui vont dire qu'elles vont nous toucher à tous les niveaux des organisations et qu'elles vont même aller jusqu'à des endroits un peu inattendus, comme par exemple jusqu'au conseil d'administration. Ça c'est pareil, je vous en parle parce que ça existe. Il y a quelques mois, il y a un fonds d'investissement à Hong Kong qui a nommé une intelligence artificielle directement à son conseil d'administration. Et cette intelligence artificielle, comme n'importe quel membre du board, elle est capable de donner son opinion, de prendre des décisions, toujours de manière structurée, rationnelle, argumentée, avec des données économiques et financières, mais surtout, elle dispose d'un droit de vote unique qui est égal à celui de chacun des autres membres du conseil d'administration. C'est une véritable personne, membre à part entière du conseil d'administration. C'est pareil, c'est utilisé dans un fonds d'investissement à Hong Kong, ce sera utilisé dans toutes les organisations, ça ne surprendra absolument personne. Vous avez peut-être suivi aussi il n'y a pas longtemps, en Australie, il y a quelques mois, il y a la première entreprise de publicité qui a embauché son premier directeur artistique qui en fait est une intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu aussi il y a quelques semaines, premier cabinet d'avocats à New York qui embauche la première intelligence artificielle avocate. C'est déjà une réalité, c'est déjà en train d'arriver, ce n'est pas dans 10 ans. Évidemment, cette intelligence artificielle, vous comprenez qu'en tant qu'être humain, que citoyen, elle va nous obliger à avoir un certain nombre de réflexions, car c'est ses capacités d'auto-apprentissage dont je parlais au début et ses capacités à agir sur son environnement, elle va nous obliger à avoir un certain nombre de réflexions, notamment en termes d'éthique et de responsabilité, si on veut s'y préparer sereinement. Tout d'abord, comme n'importe quelle technologie, n'importe quelle innovation, n'importe quelle révolution, ça va avoir des conséquences considérables sur le secteur économique. Ça va détruire énormément d'emplois. Ça va peut-être en créer d'autres. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est le cas de n'importe quelle révolution. La différence, cette fois-ci, c'est peut-être sur le rythme de destruction d'emplois face au rythme de création, qui sera peut-être largement différent. Ça, c'est une question qui doit absolument être traitée à un niveau politique, mais il ne faut surtout pas l'oublier parce que c'est absolument fondamental. Encore une fois, avec leur capacité d'auto-apprentissage qui avance très très vite, vous comprenez bien que ces intelligences artificielles vont nous offrir des gains de productivité colossaux par rapport à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que ça va engendrer une diminution massive du temps de travail. Et à cet égard, vous avez peut-être entendu ou lu, il y a quelques mois, il y a Carlos Slim. Vous savez, Carlos Slim, c'est l'homme le plus riche de la planète, qui suggérait que si on veut faire une place à ces machines potentiellement extrêmement productives dans nos économies, tout en maintenant un niveau d'emploi acceptable, il va peut-être falloir passer à des semaines de travail de 3 jours. Vous avez peut-être aussi suivi le forum de Davos l'hiver dernier. Il parlait que de réduction du temps de travail avec les gains de productivité qu'on va avoir grâce à l'intelligence artificielle. Ces questions sont fondamentales, il ne faut surtout pas les oublier. Encore une fois, je vous disais qu'elles nous ressembleraient de plus en plus, ces intelligences artificielles, dans leurs interactions. Ce qui veut dire que lorsqu'elles vont arriver dans nos organisations, nous, de notre côté, en tant qu'entreprise, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec elles, il va falloir qu'on apprenne à collaborer avec elles. Ce qui veut dire qu'il va peut-être falloir qu'on repense, qu'on restructure nos organisations pour qu'on puisse bâtir cette confiance avec elles et qu'on puisse travailler de manière efficace et harmonieuse avec ces intelligences artificielles. Et encore une fois, par leur capacité d'auto-apprentissage dont je parlais au début, qui avance à vitesse exponentielle, vous comprenez bien que ces intelligences artificielles, elles pourraient potentiellement très vite devenir totalement autonomes. Ce qui veut dire que dès lors que ce sera le cas, il y a peut-être certaines entreprises qui risquent d'être tentées de leur accorder cette autonomie totale. Ce qui veut dire que si on veut au moins que la transition se fasse dans des conditions équitables, il va peut-être falloir se mettre d'accord à un niveau mondial sur des normes d'autonomie acceptables pour ces intelligences artificielles, au moins pendant la phase de transition. Et dernièrement, comme n'importe quelle personne physique ou morale qui est capable d'agir sur son environnement, il va falloir définir des responsabilités juridiques. Il va falloir définir un cadre légal pour ces intelligences artificielles. Parce qu'imaginons qu'on se retrouve dans une situation où, par exemple, 2 véhicules intelligents ne peuvent pas éviter un accident, lequel elles choisissent. Imaginons qu'un jour, un drone intelligent décide de lancer une guerre contre un pays, tout seul, avec ses propres arguments, qu'il aurait trouvé tout seul. Imaginons que chez nous, dans la banque, on ait une intelligence artificielle qui engendre une perte considérable sur les marchés financiers. Qui serait responsable dans tous ces cas? Est-ce que ce serait l'intelligence artificielle elle-même? Est-ce que ce serait le concepteur d'intelligence artificielle? Est-ce que ce serait une combinaison des deux? Est-ce que ce serait encore autre chose? Toutes ces questions, il faut absolument réfléchir dès maintenant parce qu'elles sont absolument fondamentales. Et d'ailleurs, il y a pas mal de comités d'éthique qui émergent en ce moment un peu partout sur la planète et qui y réfléchissent, principalement chez les géants du web, chez Google, chez Facebook, chez Apple, dans les facs de la Ivy League aussi, à Harvard, Stanford, Cambridge, au MIT, ils réfléchissent tous à ces questions d'éthique et de responsabilité. Vous avez peut-être aussi entendu ou lu il y a quelques mois, il y a Bill Gates
et Steve Wozniak, vous savez, Steve Wozniak, c'est le cofondateur d'Apple, ils ont tous les deux lancé un énorme warning sur l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle. En fait, ils faisaient référence à ces questions d'éthique et de responsabilité. Encore une fois, elles sont fondamentales, il ne faut surtout pas les oublier. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment à l'aube d'un changement de paradigme radical. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez travaillé avec des machines de plus en plus puissantes, mais pas du tout intelligentes. En fait, jusqu'à aujourd'hui, les machines, elles avaient besoin de vous pour les programmer, pour les débloquer, pour les rebooter, bref, pour leur faire faire des choses. Demain, c'est vous qui allez avoir besoin d'elles. Vous allez vivre et vous allez travailler avec de l'intelligence artificielle absolument partout et tout le temps, tout autour de vous et tout au long de votre vie. Et alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent que tout ce que je vous ai raconté là, ça va arriver, mais ça n'arrivera pas avant longtemps. En réalité, la tendance exponentielle sur laquelle j'insiste depuis le début, elle est réelle et elle continue de s'accélérer. En fait, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec le digital et en particulier avec l'intelligence artificielle, c'est une accélération de la mondialisation. Le fait qu'on soit tous connectés, qu'on génère en permanence des données, des idées, des produits, des services, des innovations qui sont partagés, repris par d'autres, mélangés entre toutes les industries, ça accélère ce processus de mondialisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces données, ces produits, ces services, ces idées, ces innovations, à la fois ils émergent et ils se diffusent à une vitesse exponentielle sur toute la planète. Si vous regardez par exemple l'émergence des machines entre votre enfance et aujourd'hui, ou plus récemment, si vous regardez l'électronification des marchés financiers, ou encore plus récemment, si vous regardez la diffusion des smartphones sur toute la planète, ce qu'on observe, c'est que cette vitesse de diffusion, elle est exponentielle et elle s'accélère à cette vitesse exponentielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour demain. Vous l'aurez partout et tout le temps. Vous l'aurez au travail, en réunion, en vacances, à la plage, vous l'aurez chez vous, vous l'aurez partout et tout le temps, et vos clients aussi. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une véritable bataille, il y a une véritable effervescence sur l'intelligence artificielle entre des startups d'un côté et les géants du web de l'autre qui s'affrontent mais qui coopèrent aussi un peu au même moment. Les startups, en fait, elles sont des centaines à proposer des approches différentes de l'intelligence artificielle et dès qu'elles sont prometteuses, elles se font racheter des centaines de millions de dollars par les géants du web. Et les géants du web, eux, de leur côté, ils investissent des centaines de millions de dollars dans des programmes de recherche sur l'intelligence artificielle, mais surtout, ils débauchent les meilleurs chercheurs au monde en neurosciences. Parce que ce qu'ils ont compris, c'est que le premier qui mettra au point l'intelligence artificielle la plus sophistiquée au monde, ce sera celui qui maîtrisera le secteur et qui pourra imposer ses codes et ses normes au monde entier. Donc la question aujourd'hui pour les organisations, c'est plus vraiment de savoir si l'intelligence artificielle c'est un sujet ou pas, si ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas, parce que vous avez tous compris que la vague, elle arrive, elle est absolument énorme. La question, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on va s'emparer du sujet si on veut réussir à s'y préparer. En fait, il y a eu plusieurs grosses vagues, comme celle-ci, pas aussi grosses, mais il y en a eu des grosses, comme par exemple l'arrivée de l'informatique dans les années 60, qui a boosté nos gains de productivité. Il y a eu Internet dans les années 90, qui nous a tous connectés. Plus récemment, il y a eu le digital, qui a transformé nos interactions. Et maintenant, il y a l'arrivée de l'informatique cognitive, de l'intelligence artificielle, qui est en train de changer notre place dans ces nouvelles formes d'interaction. Je vous remercie tous pour votre attention.